merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé La plus grande révolution de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Alors pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Nous vivons actuellement une période d'incertitude totale, tellement les changements s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. Et on entend parler d'IA, de métavers, de fusion nucléaire, de biotechnologie, de GAFAM, de nouveaux équilibres géopolitiques. Il est très difficile de faire le tri et de se retrouver dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique, et nous sommes bien rendus compte qu'appréhender tous ces changements était vraiment extrêmement difficile. Beaucoup de gens se paraissent perdus. Et d'un autre côté, la vulgarisation, ce n'est pas forcément très simple. Nous avons donc voulu faire un livre accessible à tous, donner les clés pour aider à décrypter les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Notre idée, c'est de faire partager à tous ceux qui ont envie de comprendre notre vision et comprendre ces changements, ces révolutions qui s'imbriquent, s'enchevêtrent et ont des impacts majeurs sur nos vies. Alors, pour rendre ces questions vivantes, nous avons décidé, à travers des interviews d'experts comme vous, de faire des focus plus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre et de mise en perspective de certaines révolutions que nous abordons. Alors, Philippe Herlin, merci encore. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc moi je suis économiste, spécialiste des questions monétaires, on va dire. J'ai la plupart de mes livres que j'ai publiés aux éditions Erol tournent autour du sujet. J'ai écrit sur l'or, sur la dette, le pouvoir d'achat, l'inflation et notamment le dernier sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Première question, quelle est selon vous la technologie ou la découverte, s'il y en a une, qui vous semble de nature à changer le monde? Bah, moi, c'est celle sur laquelle je travaille, je dirais quotidiennement et dont je parle dans mes livres, c'est-à-dire c'est le Bitcoin et la blockchain. Voilà, c'est pour moi la révolution, qui est en cours et qui est vraiment fondamentale pour nous. D'accord. Et en quoi ça va changer en quoi ça va changer le monde? Qu'est-ce qu'elle a comme impact par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'économie jusqu'à présent? Alors ce que ça va changer, c'est qu'on pourrait dire que, Bitcoin, c'est la séparation de l'État et de la monnaie, quoi. C'est-à-dire que depuis que la monnaie existe, elle est toujours reliée, plus ou moins à l'État. C'est l'État qui frappe la monnaie, voilà, il y avait le profil, du roi ou du dirigeant qui était sur une face des pièces de la monnaie en or ou en argent. Depuis toujours, c'est toujours lié à l'État. Et là, avec le Bitcoin, on a quelque chose qui ne dépend plus de l'État, et qui redonne plus de pouvoir à la population directement, quoi, voilà. Donc ça, c'est un changement fondamental. La monnaie échappe à l'État et puis, c'est pas que la monnaie en tant que telle, c'est-à-dire, l'instrument de paiement, c'est aussi, toute une économie financière aussi qui peut se développer. On parle de la finance décentralisée, on parle des NFT aussi aujourd'hui et donc ça permet à des gens de reprendre le pouvoir dans leur domaine. Donc dans le domaine, par exemple, dans le domaine on peut faire du crédit maintenant, on peut déposer des crypto-monnaies, en gage et puis obtenir, des stablecoins du dollar et puis pour les dépenser et puis ensuite on rembourse et puis, pour des artistes qui font des œuvres numériques et ben, ils peuvent, gagner leur vie avec, alors qu'avant c'était impossible, quoi, voilà et ça, c'est les NFT, voilà et on est au début de cette révolution. Donc c'est un changement qui concerne pas seulement la monnaie, mais aussi la façon dont fonctionnent, les échanges économiques. Et justement, quelle vision avez-vous des relations internationales aujourd'hui par rapport à ces changements qui vont s'opérer, donc sur leur impact sur l'économie mondiale, dans un contexte où on voit aujourd'hui Mmh. deux sujets peut-être majeurs qui sont la guerre en Ukraine évidemment et puis la montée en puissance de la Chine. Oui, alors ça, c'est on est à une bifurcation, extrêmement importante avec la guerre en Ukraine parce qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait, fondamental. C'est-à-dire que, suite à l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie, la Banque centrale de Russie a perdu la main sur les réserves en dollars et en euros qu'elle possédait. Et ça, c'est quand même ça quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que les États-Unis et l'Europe ont fait en sorte que les dollars que possédait la Banque centrale de Russie, eh ben, elle ne puisse plus les utiliser. Ça lui appartient plus et ces fonds sont gelés. Et ça, c'est quand même fondamental parce que
jusqu'ici, on considérait que chacun était libre d'utiliser l'argent qu'il possède comme il voulait, quoi. Voilà. Cet argent est bloqué. Et ça va, comment dire? Je pense que les États-Unis se sont un peu tiré une balle dans le pied parce que beaucoup de pays qui, envisagent de pouvoir avoir des problèmes avec les États-Unis vont se dire: «Ah mais, mes réserves en dollars, elles risquent d'être volatilisées en quelques secondes comme ça sur décision de Washington» et donc ça va, concourir à la dédollarisation. Alors on part de très haut, c'est-à-dire que le dollar est vraiment la monnaie de réserve et la monnaie d'échange pour l'achat de toutes les matières premières. Donc, la place du dollar, elle reste ultra dominante et elle va le rester. Mais il y a quand même tout un tas de stratégies qui sont mises en œuvre pour diminuer le rôle du dollar. Par exemple, on sait que depuis longtemps, la Chine fait en sorte que le yuan soit accepté comme monnaie d'échange avec les pays limitrophes. Voilà. Et donc là, ça va accélérer les choses. La Russie, et la Chine, vont interconnecter leur système financier pour pouvoir échanger directement sans passer par le dollar. On sait que la Chine négocie avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir payer son pétrole en yuan et pas uniquement en dollars. Il y a toutes des choses qui se mettent en place et alors, est-ce qu'une monnaie va remplacer le dollar? Comme ça, c'est difficile. Le yuan ou l'euro n'ont pas la force suffisante. Mais ce qui pourrait se passer à moyen long terme, c'est que tout le monde se rende compte, aussi bien les États que les particuliers ou que des entreprises, des multinationales, se rendent compte qu'une monnaie internationale qui pourrait faire plaisir à tout le monde et qui ne pourrait pas subir de pression ou d'interdiction, comme on l'a vu avec le dollar, eh bien, c'est le Bitcoin. Voilà. C'est-à-dire que le Bitcoin pourrait être vraiment la monnaie de confiance au niveau international pour régler des échanges financiers et elle n'est pas censurable. Et elle est on va dire, elle est neutre géopolitiquement parce que si vous commencez à commercer avec le yuan, bah, ça veut dire que vous êtes dans l'orbite de la Chine. Si vous utilisez l'euro, vous êtes dans l'orbite de la Russie, ça peut vous valoir des problèmes. Si vous êtes dans le dollar, bah, vous êtes dépendant des Américains. Le Bitcoin, c'est une monnaie internationale neutre. Donc, je pense que ça peut plaire et que le Bitcoin va trouver un rôle de plus en plus important dans les échanges internationaux. Alors, est-ce que ça va devenir la monnaie de référence internationale? Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ça peut être vraiment une solution utile pour beaucoup de pays. D'accord. Et dans ce contexte-là, on peut parler, parce que je pense que les gens ont une appréciation, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies peut-être assez lointaine ou assez floue. Et souvent, on cette logique-là de se dire, mais oui, mais c'est des risques, ça. Les bitcoins, ce sont des risques. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui peut se faire voler sur les ledgers ou il y a aussi une réaction des États par rapport Mm. à ça. Donc, comment on peut expliquer simplement pourquoi ça peut être quelque chose qui peut être vraiment, qui peut changer la façon dont à la fois les États et les personnes peuvent faire des échanges économiques? Alors, il y a des risques, oui, évidemment, parce qu'avec le Bitcoin, on devient sa propre banque, c'est-à-dire qu'on détient soi-même ses crypto-monnaies. Et d'ailleurs, il faut aller jusqu'à cette étape-là parce que il ne faut pas se contenter de les acheter sur une place de marché et puis ensuite les y laisser parce que ça revient à mettre son argent à la banque. Alors, et ça veut dire que le jour où la banque tombe en faillite, on perd son argent. Alors ça, c'est un scénario qui aujourd'hui, à nous, Européens, Français, peut nous sembler complètement hypothétique, mais bon, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement dans les pays émergents. On l'a vu encore récemment au Liban, hein, qui est quand même un pays développé, internationalement connecté. Le secteur bancaire a complètement fait faillite. Les gens ont perdu tout accès à leur argent. Donc, quand on rentre en période inflationniste, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des déséquilibres commerciaux, avec une explosion du coût de l'énergie qui va impacter négativement toute l'Europe, bah, il faut se poser la question, est-ce que mettre tout son argent à la banque, est-ce que c'est vraiment une bonne solution? C'est pas sûr, quoi. Surtout que cet argent à la banque, il rapporte rien, quoi, par rapport à l'inflation. Donc, on perd du pouvoir d'achat d'année en année. Il faut comprendre ça. Avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies, comme le Bitcoin est limité à 21 millions, on est à 19 millions, il y a 19 millions qui ont été créés, il n'y en aura pas plus de 21 millions. On a quand même quelque chose qui est anti-inflationniste. Il n'y a pas de planche à billets avec le Bitcoin.
Et même si le cours est très volatile, c'est vrai, sur le long terme, on est gagnant. Moi, je dis, il faut investir sur un horizon de 3 ou 4 ans minimum. Voilà. Et donc, c'est une façon de se protéger contre l'inflation, premièrement, et c'est une façon de se protéger contre d'éventuelles crises du secteur bancaire. Maintenant, ça demande un peu d'éducation. Il faut acheter une clé Ledger, il faut savoir l'utiliser. Voilà, donc évidemment, quoi. Donc, il y a aussi une part de risque, mais disons, moi, je vois ça comme une prise de risque, c'est une prise de responsabilité, quoi, voilà. Et la part de la réaction des États Mmh. ou des institutions Alors, ouais. Mmh. par rapport à ça? Ouais, alors ça, c'est un autre type de risque qui pèse. Heu, les États n'aiment pas Bitcoin, hein, parce que ça remet en cause leur pouvoir de battre monnaie et surtout leur pouvoir de faire beaucoup de déficits budgétaires, qui est financé par la planche à billets, qui se traduit, on le voit aujourd'hui, par de l'inflation, mais à la limite, l'inflation, ça permet d'alléger un peu le poids de la dette, donc pour eux, c'est gagnant, hein. Nous, on est perdants, mais pour les États peuvent être un peu gagnants dans cette affaire. Donc le bitcoin, ça leur plaît pas trop. En même temps, ils se rendent bien compte que l'interdire, c'est pas possible et puis que c'est aussi un secteur économique qui se développe beaucoup. C'est pas que la monnaie, comme j'expliquais, c'est aussi tout un écosystème, et donc un État ne peut pas se priver complètement, de ça, sauf à perdre son leadership ou sa place dans un secteur en forte croissance. Donc mais actuellement, il y a une incertitude juridique parce qu'il y a des textes qui sont en discussion, aussi bien aux États-Unis, qu'en Europe. Donc ça crée pas une incertitude, mais moi je considère qu'il y a pas de risque d'interdiction en tant que tel. Maintenant, il peut y avoir, de la bureaucratisation, fiscalité en hausse, ça c'est des risques qui peuvent peser, ça c'est clair. Mais de toute façon, un État qui deviendrait trop contraignant, il verrait, partir, les entreprises et ceux qui détiennent beaucoup de bitcoin. Donc ça joue comme force de rappel, on va dire, quoi. Et une autre question qui nous semble importante aussi, on en parle dans le livre, on parle notamment du pouvoir des GAFAM, mais aussi des BATX, d'entreprises qui ont alors soit autant de clients, entre guillemets, que de population d'États, hein. On voit aujourd'hui le premier État mondial, bah, c'est Facebook. Mmh. En termes de population, j'ai envie de dire, même si c'est difficilement comparable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le poids de certaines entreprises, voire de certains entrepreneurs, comme on le voit avec notamment Elon Musk qui vient de racheter pour 44 milliards de dollars Twitter. Comment vous voyez cette relation aujourd'hui entre les mastodontes et les géants de la technologie, ou les très très grandes entreprises, et les États? Alors les moi je posais ça par rapport à la blockchain, c'est-à-dire qu'avec les GAFA, on a affaire à des entités qui sont ultra centralisées, c'est-à-dire qui viennent du monde d'avant la blockchain, du monde d'avant le bitcoin. Heu, Ce monde-là, nous, en Europe, on l'a loupé parce qu'on n'a pas été capable de faire émerger, des grands acteurs internationaux, ce qui fait que, comme vous le rappeliez, bah, c'est soit des entreprises américaines, soit des entreprises chinoises. Et justement, avec la blockchain, avec la crypto, on a tout un tas de nouveaux services qui peuvent permettre à l'Europe de retrouver un leadership. Alors, on ne va pas dire le leadership, mais en tout cas, de faire émerger des grosses sociétés sur son sol et de pouvoir concurrencer les États-Unis sur ce créneau-là. C'est pour ça qu'il faut être attentif à la législation MiCA qui est actuellement en discussion au niveau européen pour qu'elle soit surtout pas trop contraignante et qu'elle permette l'émergence de grands groupes européens qui créeront énormément d'emplois, voilà, comme les Google, les Apple, les Microsoft actuels, quoi, voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Il faut que les États en soient conscients, c'est-à-dire que les États n'aiment pas Bitcoin, mais il faut qu'ils soient conscients que c'est un gisement d'emploi et d'activité économique énorme. Et puis c'est surtout un autre paradigme aussi. Voilà, c'est comme je disais, on quitte un monde centralisé en silo vertical, celui des GAFA, pour aller vers un monde. Alors on parle du Web 3, c'est une formule un peu englobante, mais voilà, une formule où l'utilisateur retrouve du pouvoir, quoi. Voilà, et il retrouve sa liberté. Quand on possède un NFT, on peut l'acheter sur une plateforme, on peut le revendre sur une autre plateforme, hein, voilà.
Ça, c'est pas vraiment possible dans le monde des GAFA où quand on a un téléphone Apple, on peut pas télécharger les applications Samsung, quoi. Voilà, ou Google, voilà. Donc, avec un NFT, l'utilisateur a la main. Voilà. Ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à la verticalité des GAFA. Et c'est important que l'Europe soit présente sur ce créneau-là parce que c'est un changement de paradigme complet et qui va créer des millions d'emplois dans les temps qui viennent, quoi. Voilà, c'est clair. Alors, il y a une chose qui est amusante et en même temps qui peut paraître inquiétante, c'est qu'on a effectivement des géants, que ce soit les Mmh, GAFAM ou les BATX, qui sont un peu poussés ou protégés par leur pays. mmh, Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des volontés de faire un peu des lois en tout cas d'appliquer les lois antitrust aux États-Unis, mmh, mais également sans doute ailleurs, où on veut maîtriser. On a vu avec Jack Ma notamment le pouvoir des États qui mmh. voient d'un mauvais œil cette domination. Donc, comment vous voyez, dans ce contexte un peu où on a besoin entre États d'avoir des champions d'un côté, Mmh. et de l'autre côté, on a un risque de Mmh. laisser beaucoup de pouvoir à ces champions. Comment vous voyez les années qui viennent, les 5, 10 ans qui viennent pour justement ces relations entre les États et les géants dans chaque pays? Alors, c'est-à-dire que l'Europe, elle a pas un raisonnement de puissance. C'est un peu le risque, c'est-à-dire que si les BTS existent, c'est parce que la Chine a fermé son marché aux GAFA. Alors, je ne vais pas défendre le protectionnisme parce que ça ne correspond pas, je dirais, à l'identité de l'Europe, mais disons qu'il ne faut pas non plus être complètement naïf et ouvrir à grandes nos portes et surtout, dans le même temps, se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, mais c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, hein, parce que je veux dire, en Europe, la place forte pour les sociétés de bitcoin, de crypto-monnaie, bah, c'est la Suisse, hein. La Suisse, elle est en dehors de l'Union européenne, hein, et c'est en Suisse parce que la Suisse a une législation très, très favorable et une fiscalité très faible. Voilà, donc ça s'installe en Suisse. Et puis, si les législations BICAD est un peu trop contraignante, et ben, beaucoup iront à Londres. Et donc, on sera quand même perdant. Donc c'est un peu le risque. Voilà, maintenant, je dirais, il faut pas. Enfin, c'est pas, il faut, je ne dis pas qu'il faut copier la logique chinoise du protectionnisme, il faut plutôt copier la logique accueillante et fiscalement accueillante de la Suisse, où, voilà, où on fait en sorte d'être le plus accueillant possible aux nouvelles technologies. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir s'en sortir et que l'Europe va pouvoir préserver une place importante dans ce secteur-là, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui, hein, je le dis clairement, ce n'est pas gagné. Donc, on a vu ensemble comment, effectivement, ben, on avait des perspectives avec la blockchain et les crypto-monnaies. Ce qui va nous intéresser, parce que c'est l'essence du livre, c'est quels conseils vous pourriez donner aujourd'hui à un jeune pour affronter un petit peu le monde qui vient, ou en tout cas ce qui vous semble primordial pour avoir les armes pour pouvoir être, comment dire, se débattre un peu dans cet univers à la fois changeant avec beaucoup de Mmh. nouvelles règles qui vont arriver. Parmi les conseils que je donnerais, c'est très simplement de mettre les mains dans le cambouis aussi, c'est-à-dire commencer par acheter les cryptos, pas forcément des grosses sommes, enfin ça dépend. Si vous avez la chance d'avoir une épargne importante, bah, voilà, mais même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, en général, quand on est jeune, on n'a pas tellement d'argent. Et quand même, créer un compte, créer un portefeuille MetaMask, essayer d'acheter un NFT, essayer d'acheter du Bitcoin pour voir comment ça marche. Parce que, bon, évidemment, si vous êtes programmeur, si vous voulez vous lancer dans ce secteur-là, bon, allez-y et vous êtes certain de trouver un emploi très bien rémunéré. Bon, maintenant, tout le monde n'a pas envie de faire ça et cette disposition d'esprit. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le métier que vous allez faire, vous serez impacté d'une façon ou d'une autre par ce monde-là du Web3, de la blockchain, des NFT, de la finance centralisée, du Bitcoin, des autres crypto-monnaies. Vous y serez impacté d'une façon ou d'une autre. Donc, prenez le temps sur votre temps libre, si vous n'avez pas de cours à l'université là-dessus ou dans votre école de commerce, voilà, mais mais même si vous en avez, prenez le temps vous-même de vous connecter à ce monde-là en achetant un peu de crypto, en achetant des NFT, voilà, pour comprendre comment ça marche, parce que ça vous donnera une avance sur tous les autres. Eh ben, merci beaucoup, Philippe Erlin.
et à bientôt. Au revoir. Merci.